Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Élise Brion-Beckers, je suis diététicienne libérale et je suis également adhérente à la CPTS Pays des Morts Littoral. On vous propose aujourd'hui, avec ma consoeur Mireille Etienne, de s'attarder sur le gluten et le lactose, qui sont deux molécules dont on entend souvent parler et qui peuvent être à l'origine de gènes, d'intolérance, voire aussi d'allergies. Donc, dans cette première vidéo, je vais surtout présenter la première partie concernant le gluten. Et ma collègue Mireille vous présentera plus précisément le lactose. Mais avant, on voulait quand même faire un petit focus sur les allergies et les intolérances alimentaires pour bien comprendre quelles étaient les différences entre une allergie et une intolérance. Au niveau de l'allergie alimentaire, donc l'allergie, c'est vraiment une réaction du système immunitaire. Donc c'est nos anticorps qui identifient un aliment ou une protéine d'un aliment comme un danger, même si en réalité ce ne l'est pas. Donc ça va provoquer une réaction vraiment immédiate, parfois violente, avec des symptômes principalement cutanés, donc de l'urticaire, des démangeaisons, des rougeurs, des gonflements, mais également des difficultés à respirer, voire une détresse respiratoire. Dans les cas les plus graves, ça peut provoquer un choc anaphylactique, donc ça c'est une urgence vitale, ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Dans l'allergie alimentaire, même une très petite quantité d'aliments, quelques traces d'aliments peut déclencher une réaction. En revanche, l'intolérance alimentaire, elle ne fait pas intervenir le système immunitaire, sauf dans un cas, dans le cas de la maladie cœliaque, qu'on verra tout à l'heure. C'est souvent un problème de digestion. Donc c'est une sensibilité ou un manque d'enzymes qui fait qu'on digère mal un aliment. Et donc ça va provoquer des symptômes généralement moins graves, mais néanmoins très gênants, des ballonnements, des douleurs abdominales, de la diarrhée, de la fatigue également. Donc ça peut être une intolérance au gluten, au lactose. Mais la réaction, elle va souvent dépendre de la quantité consommée. Donc, pour résumer, l'allergie, ça va faire intervenir le système immunitaire. L'intolérance, c'est plutôt un problème digestif. L'allergie provoque une réaction très rapide, même avec une petite quantité d'aliments, alors que l'intolérance, ça va dépendre de la quantité d'aliments ingérés et de notre propre sensibilité, et ça va provoquer des réactions plus lentes. L'allergie peut être très grave, ça peut être une urgence vitale. L'intolérance va provoquer des inconforts, mais en termes de gravité, ça va être moins important. Et au niveau des symptômes, l'allergie va provoquer plutôt des symptômes cutanés respiratoires, de l'urticaire, des gonflements, une détresse respiratoire, alors que l'intolérance va plutôt provoquer des symptômes digestifs comme les ballonnements, la diarrhée, ou au contraire de la constipation, voilà, donc plutôt intolérance digestive. Alors, le gluten, déjà on va regarder, mais qu'est-ce que le gluten, à quoi il sert? Alors, son rôle biologique dans la plante, c'est une réserve d'énergie pour la germination de la graine. Alors, le gluten, en fait, dans la nature, on ne va pas le retrouver comme ça, à l'état de réseau de gluten. C'est plutôt en fait l'association de deux protéines du grain. Alors là, je dis du grain de blé dans ma présentation, mais ça peut être du grain d'autres céréales, notamment la gliadine et la glutéine. Et la gliadine et la glutéine, lorsqu'elles vont rentrer en contact en fait avec de l'eau et lorsqu'elles vont être pétries, elles vont former un réseau et donc se doter de propriétés, notamment en cuisine, que l'on va donc un réseau de gluten. C'est un petit peu comme si vous preniez un chewing-gum. Quand vous prenez votre chewing-gum, il est tout dur, il n'est pas élastique, il n'est pas extensible. Il n'a pas de propriété particulière. Par contre, dès que vous le mettez dans votre bouche,
Mélangé à la salive et mastiqué, il va se transformer en une espèce de réseau élastique et extensible. Eh bien pour le gluten, c'est exactement pareil. Donc voilà, le gluten est doté de plusieurs propriétés et on s'en sert beaucoup en cuisine, notamment donc pour son élasticité. Le gluten confère à la pâte en fait des propriétés d'étirement. Donc la pâte peut s'étirer sans se rompre. Le gluten rend aussi la pâte beaucoup plus extensible, donc elle permet à la pâte de gonfler et de former des bulles, des petits ballons, d'accord. Donc c'est pour ça que on peut voir justement ces petites bulles, ces petits trous dans le pain lorsqu'il est en présence, lorsqu'il y a du gluten dedans. On va également s'en servir comme liant, notamment en cuisine industrielle. On va s'en servir comme agent de texture pour donner du moelleux ou lier des ingrédients entre eux, donc pour faire des pâtes, des plats préparés, etc. En revanche, le gluten peut être responsable de différentes pathologies, donc la maladie cœliaque, l'allergie et ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten. Au niveau de la maladie cœliaque, alors il faut savoir que c'est une maladie auto-immune avec prédisposition génétique. Alors auto-immune, ça veut dire que nos anticorps ne vont pas... Donc, ça va faire intervenir les anticorps, effectivement. Il va y avoir une réaction immunitaire dans la maladie cœliaque. En revanche, nos anticorps ne vont pas se tourner contre la protéine de gluten, mais c'est que au contact de la protéine de gluten, les anticorps vont aller détruire carrément nos villosités intestinales qui sont dans l'intestin grêle. En fait, notre intestin grêle, il est composé donc de replis, là, qu'on peut voir ici. Donc, on appelle aussi des villosités et qui sont là pour augmenter considérablement la surface d'absorption des nutriments. Mais dans le cas de la maladie cœliaque, donc le système immunitaire s'attaque à ces villosités et l'intestin, du coup, devient lisse comme un tuyau de PVC. Et donc, ça réduit considérablement la surface d'absorption des nutriments. Au niveau des symptômes, on va ressentir beaucoup de symptômes digestifs, des douleurs abdominales, des ballonnements, gaz, diarrhée, constipation, mais des symptômes aussi qui peuvent être liés à des malabsorptions. Donc comme je disais, moins de surface d'absorption, donc moins de vitamines, de minéraux absorbés, ce qui peut provoquer de la fatigue, de l'ostéoporose, des anémies, des crampes. Et enfin, on peut retrouver d'autres symptômes qui sont quand même assez fréquents, assez récurrents, donc des aftes, des herpès buccaux, chez la femme des troubles du cycle, ou bien une irritabilité aussi qu'on peut retrouver chez les patients. L'allergie au gluten, elle, alors il va y avoir également une réaction immunitaire excessive, mais qui va être portée vers les protéines du gluten contenues dans les céréales. Donc les anticorps identifient le gluten comme un agent pathogène, un agent étranger, et donc elles vont avoir une réaction excessive vers le gluten. Il faut savoir que le gluten fait partie des 14 allergènes alimentaires qui sont à déclaration obligatoire. Donc on doit retrouver clairement ces allergènes dans la liste des ingrédients, on doit pouvoir les identifier clairement. Au niveau des symptômes, donc là ce ne sera pas des symptômes digestifs, mais plutôt, comme on disait tout à l'heure pour l'allergie, des symptômes cutanés, respiratoires, qui sont rapides, parfois même immédiats et violents en général. Donc ça peut être de l'urticaire, des démangeaisons, des gonflements, des difficultés à respirer et encore une fois, ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique, donc là, urgence vitale grave, on appelle tout de suite le 15. Il faut savoir que même une toute petite quantité, quelques traces en fait, de gluten dans l'alimentation peut déclencher une réaction allergique.
Enfin, il y a une troisième pathologie liée au gluten, ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypersensibilité au gluten. Alors, ça va être un ensemble de symptômes qui vont survenir suite à l'ingestion d'une certaine dose de gluten. Mais ça ne provoque ni de réaction allergique, donc ça ne fait pas nos anticorps, notre système immunitaire n'entre pas en jeu dans cette hypersensibilité, mais ça ne va pas être non plus une maladie cœliaque puisqu'il n'y a pas de destruction des villosités intestinales. On appelle aussi cette hypersensibilité au gluten la sensibilité au blé non cœliaque ou SBNC. Donc, comme pour la maladie cœliaque, elle va provoquer des symptômes plutôt digestifs, encore une fois, ballonnement, diarrhée, nausées, douleurs abdominales, parfois non digestifs également, fatigue, douleurs articulaires. Mais c'est encore une maladie assez mal connue et elle peut avoir un lien possible ou parfois être confondue aussi avec le syndrome de l'intestin irritable, qui lui peut être induit par d'autres composantes que le gluten, comme par exemple les fructanes qu'on retrouve dans certaines céréales, ou bien ce qu'on appelle aussi les ATI, qui sont certaines protéines contenues dans les céréales. Alors, les malades du gluten, donc pour la maladie cœliaque, donc ça c'est la source de l'AFDIAG. L'AFDIAG, c'est l'Association française des intolérants au gluten. Il y a 1% de la population qui est diagnostiquée, enfin qui est touchée par la maladie cœliaque, mais on estime que seuls 10 à 20% des malades cœliaques ne sont pas, sont réellement diagnostiqués. Donc ça veut dire que 80% des personnes qui sont atteintes par la maladie cœliaque, en fait, ne sont pas diagnostiquées et présentent peu de symptômes ou pas de symptômes du tout. En revanche, on sait que la maladie cœliaque touche 3 fois plus les femmes que les hommes. Concernant l'allergie au gluten, elle touche 2% de la population adulte et elle est un petit peu plus importante chez les enfants. Elle touche 5% des enfants à la toute petite enfance, mais c'est en général une allergie qui se dissipe au fil des ans. Donc, plus l'enfant avance en âge et plus l'allergie, moins on retrouve d'allergie au gluten chez les enfants. Et concernant donc la sensibilité au blé non cœliaque ou l'hypersensibilité au gluten, là malheureusement les estimations sont encore assez floues. On estime que selon les études, entre 0,5% et 6% de la population serait concernée. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-diagnostiquent hypersensibles au gluten, qui ne vont pas forcément voir leur médecin pour ça. C'est encore, je vous dis, c'est encore une pathologie encore assez mal connue. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui vont naturellement, en fait, éviter les produits et les aliments à base de gluten, mais sans avoir vraiment su estimer si c'était vraiment le gluten qui était concerné ou s'il serait tolérant à une certaine quantité quand même de gluten malgré tout. Dans tous les cas, pour ces 3 pathologies-là, il n'y a qu'un seul régime thérapeutique pour améliorer les symptômes, c'est l'éviction du gluten. Alors, il va être total dans le cas de la maladie cœliaque ou dans le cas de l'allergie au gluten ou de l'allergie au blé. Il va être partiel dans le cas de l'hypersensibilité. Donc, encore une fois, dans le cas de l'hypersensibilité, c'est vraiment personne dépendante. Certaines personnes vont pouvoir tolérer des quantités raisonnables de gluten, alors que d'autres, une toute petite quantité va leur provoquer des symptômes digestifs incommodants. Alors, comment fait-on pour repérer le gluten? Il y a un mot-clé à connaître, c'est le mot SABO.
Sabot qui veut dire seigle, avoine, blé, orge et triticale. Donc ce sont les principales céréales contenant du gluten. Donc le blé dont l'épeautre et le kamut et le triticale qui est un hybride du blé et du seigle. Évidemment, tous les dérivés de ces céréales sabots contiennent également du gluten. Donc toutes les farines, les semoules et les flocons à base de ces céréales contiennent du gluten. Mais ça va être également le cas pour le malt d'orge, le sirop de malt, l'extrait de malt, les amidons de blé, notamment s'ils ne sont pas spécifiés sans gluten, les protéines végétales hydrolysées et certains substituts végétaux de la viande qui sont très très riches en protéines et dont certains, comme le seitan ou seitan, je ne sais pas si je le prononce bien, qui sont carrément du gluten à l'état pur. On retrouve également du gluten dans des aliments qui ne devraient pas en contenir. C'est le cas, par exemple, pour certaines sauces qui vont être prêtes à l'emploi, comme la sauce soja, dans certains bouillons cubes, dans certaines soupes en briques où le gluten va être utilisé comme épaississant. C'est le cas également pour la charcuterie où le gluten est utilisé comme un liant et également pour certaines préparations de viande ou de poisson, donc les viandes panées, les nuggets, les surimi, où là ces viandes, ces poissons sont préparés avec de la farine de blé ou avec d'autres farines contenant du gluten. On retrouve également du gluten souvent dans les yaourts et les crèmes dessert, notamment allégées parce qu'elles vont faire office d'agent de texture pour remplacer la matière grasse qu'on aura retirée. Et on retrouve notamment dans la bière préparée à base de malt d'orge, on retrouve également du gluten dans la bière, sauf si celles-ci sont spécifiées sans gluten. Enfin, on va retrouver du gluten souvent dans les épices en poudre, notamment dans la cannelle, le curry. Ce sont souvent des épices où on rajoute de la farine qui va être utilisée comme anti-agglomérant. Et donc, dans ces farines-là, on va retrouver du gluten. Dans tous les cas, essayez de regarder toujours les ingrédients en gras dans la liste des ingrédients. Les ingrédients soulignés en gras sont les ingrédients qui sont allergènes. Alors, les médicaments aussi, on peut retrouver du gluten dans certains médicaments, même si la plupart des excipients que l'on retrouve dans les médicaments sont compatibles quand même avec la maladie cœliaque. Néanmoins, si vous êtes allergique au gluten de manière assez sévère, essayez de toujours vérifier la liste des excipients à effet notoire dans les médicaments pour être sûr qu'on ne retrouve pas de gluten dans la liste, dans les excipients des médicaments. Donc les excipients, c'est justement, ce n'est pas la molécule active du médicament, mais c'est ce qu'on met autour, c'est l'enrobage du médicament pour pouvoir l'ingérer. Alors, il y a quand même des solutions alimentaires pour éviter le gluten, ou en tout cas pour essayer de limiter sa consommation. D'une, ça va essayer de diversifier les sources de féculents. Il y a pas mal de céréales qui ne contiennent pas de gluten, comme le riz, comme le quinoa, comme le maïs. Donc ça, ce sont 3 céréales qu'on retrouve dans tous les magasins. Mais il y en a d'autres aussi, donc comme le sarrasin, le millet, le fonio, le sorgho, l'amarante, qu'on va retrouver peut-être plus facilement dans des épiceries spécialisées ou dans les magasins bio. On peut également penser à toutes les légumineuses, donc les lentilles, toutes les sortes de haricots secs, les pois chiches, les pois cassés, les graines de soja, avec lesquelles on peut aussi faire pas mal de pâtisseries, avec lesquelles on peut complètement remplacer la farine et les remplacer par exemple par des pâtes à base de haricots ou de pois chiches pour faire la pâtisserie, notamment certains gâteaux.
On pense également aux tubercules, donc les pommes de terre, les patates douces, le manioc, mais également la châtaigne et les farines de châtaigne, donc qui ne contiennent pas de gluten. Pour tout ce qui est pâtisserie, voilà, puis pâtisserie, gâteau, on peut utiliser des mix de farine sans gluten, déjà prêtes à l'emploi. L'idée, c'est vraiment de regarder le logo de l'AFDIAG, c'est l'épibarré, et c'est un label, donc c'est un logo déposé par l'AFDIAG et donc qui vous certifie que les farines ne contiennent pas de gluten et sont compatibles avec la maladie cœliaque. Sinon, on peut aussi refaire des mix de farine à la maison. Alors, il y a plein de recettes sur Internet. En général, c'est toujours un petit peu les mêmes. C'est 2 tiers de farine sans gluten, donc de la farine de riz ou farine de sarrasin, dans lesquelles on va rajouter 1 tiers de fécule, comme de la fécule de maïs, de pommes de terre, de tapioca, et dans lequel on va rajouter aussi un liant, comme du psyllium par exemple, qui a un effet gonflant intéressant. Voilà. Au niveau des produits industriels, il y a quand même 2 réflexes à adopter. Donc bien vérifier, comme on a dit, la liste des allergènes dans la liste, enfin les allergènes dans la liste des ingrédients. Et puis privilégier, si possible, le logo, les produits avec le logo épibarré de l'AFDIAC, qui vous certifie que les produits sont compatibles avec la maladie cœliaque et donc qui sont garantis sans gluten. Alors à l'extérieur, c'est pas toujours évident de trouver des restaurants qui proposent des plats sans gluten, mais néanmoins, on peut déjà se tourner vers les produits asiatiques. En général, ils sont peu portés sur les céréales type blé, ils sont plus portés sur le riz, notamment pour la confection des pâtes, des rouleaux de printemps, des pâtes impériaux, des choses comme ça. On retrouve, il y a de plus en plus quand même de restaurants sans gluten. Et puis les restaurants classiques sont tenus de tenir à jour la liste des plats qui contiennent des allergènes, des allergènes alimentaires. Donc vous pouvez demander au serveur qu'on vous serve un plat où il n'y a pas de gluten dedans. Enfin, je terminerai par des précautions à prendre, notamment pour les personnes allergiques au gluten. Donc, de faire très attention aux contaminations croisées, c'est-à-dire éviter, par exemple, de partager le même pot de beurre ou de confiture, parce qu'on risquerait de mettre des miettes de pain contenant du blé ou d'autres céréales à base de gluten dans le beurre ou la confiture. Donc, on essaye d'avoir des pots séparés. Si on utilise le même grille-pain, on peut essayer d'utiliser des sacs à toaster pour éviter justement de mettre des miettes de pain dans le grille-pain et que ça contamine l'aliment ou le pain sans gluten de la personne allergique. Et enfin, on essaiera de faire attention aussi aux ustensiles de cuisine, éviter les cuillères en bois qui sont très poreuses et qui vont garder, qui peuvent garder des traces de farine contenant du gluten. Donc préférez plutôt les ustensiles de cuisine en inox. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez donc regarder cette vidéo sur YouTube et vous pouvez retrouver toutes les infos donc sur le site de la CPTS des Pays de Morts Littoral et sur ses réseaux sociaux. Merci, à bientôt.